Bonjour à toutes et à tous. Alors rapproche par contre les deux micros vers pardon. toi, sinon on Je va pas rapproche t'entendre. les deux carrément. Voilà, les deux, tant qu'à faire. Alors merci Fanny. Elle a déjà mis en place déjà les étapes. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je ne suis pas chercheuse, c'est plus un récit d'expérience de terrain. Alors je vais faire comme Fanny, je vais vous emmener juste pour un moment, un petit peu dans le passé, beaucoup moins loin, dans les années 70. L'heure de présenter la ministre Fief Miso de la gastronomie. Est-ce que c'est assez fort? Est-ce que vous entendez bien ce qu'on est en train de... Oui, d'accord. Il s'agit du chroniqueur gastronomique Christian Guy, à qui je vais demander si, selon lui, les femmes sont meilleures cuisinières que les hommes. Non, les femmes ne font pas la cuisine, elles font de la cuisine, mais elles ne font pas la cuisine. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de grands chefs qui étaient femmes, qui sont des femmes. Il n'y a jamais eu un grand auteur gourmand qui ait été une femme. Et ça s'explique de différentes manières. D'une part, parce que être un grand chef, c'est beaucoup de travail, c'est très dur, c'est très difficile. Et ce que je reproche à la cuisine féminine, aux femmes qui font la cuisine normalement, elles le font tous les jours, mais c'est pas de cette cuisine-là dont nous allons parler, c'est cette cuisine tous les jours, c'est la cuisine quotidienne. Ça, c'est fatigant aussi. C'est très fatigant aussi, je veux bien le voir, mais elle s'y applique de moins en moins. Madame la ministre va répondre. Madame la ministre va répondre. Madame la ministre va répondre. Non, mais vous avez tout fait raison. Les femmes n'ont pas d'idée de suite, laissent brûler la viande tout le monde, et c'est tous les jours. Vous rentrez chez vous, vous dînez, vous n'avez jamais mangé un dîner correct. C'est bien connu. Alors voilà un extrait surprenant hein, de Mazo et Miso vont en bateau. Alors un film militant qui date de 76 et comme vous l'avez vu qui détourne hein, une émission de télévision de Bernard Pivot en décembre 75. L'année, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 1975 a été déclarée l'année de la femme. Voilà. Et cette émission s'appelait L'année de la femme, c'est fini, ouf. Et Pivot avait convoqué un plateau, donc avec uniquement des hommes, plutôt misogynes, comme on disait à l'époque, et Françoise Giroud, donc secrétaire d'État à la condition féminine à cette époque. Voilà. Donc, un groupe féministe, les Insoumises, composé de pionnières finalement du cinéma militant féministe, ont allègrement tordu cette émission, détournée, parodiée. Voilà. C'était un court exemple de la remise en question des stéréotypes sexistes de l'époque. Donc elles se sont arrogées un droit de réponse et elles posent le manifeste qui est un point de départ de notre travail au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Aucune image de la télévision ne peut et ne veut nous représenter, c'est avec la vidéo que nous nous raconterons. Alors, la télévision, mass média de l'époque, hein, du coup, ça posait bien la réflexion déjà entre les images de la domination, hein, représentation des femmes, remise en question des représentations sexistes des femmes à l'époque, déjà, évidemment, et comment on recrée des images comment on se réapproprie son image à travers le cinéma militant, notamment la vidéo qui permettait de bouger avec des équipes légères, c'était moins cher, a permis l'émergence d'un cinéma militant, je dirais d'une action directe, et puis de production de contre-information. Alors voilà, image, et c'était une très bonne transition, Fanny, merci, entre image de
de la domination, qu'est-ce qu'on en fait? On déconstruit. Vous allez voir que c'est notre travail au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Donc cette pensée des collectifs féministes militants a été le point de départ de notre travail sur les stéréotypes. Avec d'autres films, par exemple Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, qui va interroger un certain nombre d'actrices, de comédiennes, par rapport à leur rôle, par rapport à leur âge, par rapport à qui les dirige, par rapport au corps. Et du coup, on s'est beaucoup questionné, donc vous voyez, depuis les années 70, dans les années 2000, quand le centre a repris des fonctions et puis a exhumé finalement beaucoup de films des années 70 et 80. Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, il a été créé au début des années 80 et il a été renforcé dans les années 2000. Et finalement, c'est le lieu d'un matrimoine audiovisuel. Beaucoup de films sur les luttes, les droits des femmes depuis les années 70, beaucoup de productions dans les années 80 aussi, voire institutionnelles, et puis depuis, on prend de nouveaux films en distribution pour valoriser finalement une autre image des femmes. Alors, cette réflexion nous a inspiré. Par exemple, on a sorti des films sur les luttes de travailleuses dans les années 70, des films qui avaient été produits dans les années 80 sur, comme on disait, l'égalité professionnelle, on en parle toujours aujourd'hui. Puis en fait, en regardant toutes les décennies, on se disait, mais finalement, on est toujours dans les mêmes problématiques, vraiment. On a par exemple des films dans les années 80 qui racontent, qui font les interviews des premières femmes conductrices de bus, qui travaillent dans des métiers techniques ou scientifiques. Et on se dit, dans les années 2000, on se retrouve pas loin encore de cette situation. Donc, cette question, elle nous taraude, et à partir de 2006, on se dit effectivement, cette méthode de déconstruisons les stéréotypes, pointons les éléments ensemble, avec alors principalement des collégiens, parce que au départ, on nous appelait sur ces ateliers pour éteindre un peu le feu, vous voyez, c'était au collège où ça posait problème entre les filles et les garçons, où ça posait problème en termes d'occupation des garçons, la logique occupationnelle des garçons. Donc on nous demandait de venir au collège. Et donc on a commencé à bâtir des ateliers justement sur cette réflexion. Comment décrypter, comment analyser les stéréotypes dans l'image. Et ensuite, on a travaillé avec, je dirais, la communauté éducative au sens large, c'est-à-dire faire des formations, des sensibilisations aux enseignants, animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices, etc. Alors, c'est un retour aujourd'hui, c'est plutôt un retour d'expérience sur ces sensibilisations que je vous propose. Nous, notre point de départ, on croise deux choses. On croise l'éducation à l'image et l'éducation à l'égalité. Premier point de départ, l'image est la première pratique culturelle. En tout cas, ça l'est devenue. Moi, ce que je fais en atelier, c'est que très vite, je pose la question, je fais un petit sondage. On pourrait d'ailleurs, cet après-midi, on fera un sondage sur nos pratiques, nos usages des écrans. Donc, dans un atelier, je pose la question aux élèves, aux enfants, aux jeunes, combien de temps d'écran par jour, d'écran de loisirs, bien entendu. Puis je pose la question aux adultes aussi. Et alors souvent, les enseignants, ils sont très étonnés de ce que les élèves disent. On n'est pas à moins de 4 ou 5 heures par jour, voire plus.
hein, voire même, des fois, beaucoup plus. Quand je pose la question aux adultes, finalement, on arrive, alors peut-être pas à 5 heures, mais tout écran confondu, ça va très très vite. Alors il y avait un rapport de Brigitte Grésy qui disait « les médias ou la moitié de notre vie », oui, les médias ou la moitié de notre temps libre, voire plus, une partie même de notre temps de sommeil, on en parlait hier, hein, voilà, quand on se plonge dans une série, voilà, on plonge pour des heures, des heures. Donc, en plus, pourquoi tous les écrans? Parce que là où on pensait que les écrans allaient se substituer, non, ils s'additionnent, hein, souvent. Voilà. Donc, et il y a beaucoup de stéréotypes sur les usages, les pratiques des jeunes ou des enfants qui consommeraient énormément d'écrans. Les adultes aussi consomment énormément d'écrans, vraiment. Alors après, je ne vais pas répéter, hein, évidemment, pourquoi travailler sur les images stéréotypées, c'est qu'elles s'ancrent, alors elles se figent, c'est un mot, hein, figé, qui est revenu dans les deux interventions. Voilà, c'est qu'effectivement, elles s'ancrent dans l'inconscient collectif et par les images, par finalement le massage médiatique, évidemment, elles contribuent, ces images, à figer la place des hommes et des femmes. Alors, je vous disais que nous, on croisait éducation à l'image et éducation à l'égalité. En fait, on travaille, on bâtit des ateliers où on va décrypter, on va analyser les stéréotypes sexués et sexistes dans les images familières. Alors nous, ce qui nous intéresse, alors le catalogue de jouets en fait partie, hein, les images familières, c'est tout type d'images. D'ailleurs, juste après avoir demandé combien de temps ils passaient devant leurs écrans, je leur demande qu'est-ce que vous regardez ? Même si je ne connais pas plein de choses, parce qu'on est on est toujours largué, hein, sur la dernière application, la dernière série. Enfin voilà, il y a profusion. Donc, mais l'idée pour nous, c'est que vraiment d'installer, d'initier à une gymnastique critique sur les images du quotidien. C'est-à-dire que un élève, un enfant, il puisse s'interroger devant la publicité de l'abribus devant le collège. Il puisse s'interroger devant la dernière, je sais pas, la publicité, alors pas forcément que de la publicité, hein, mais la publicité de son application, de son jeu vidéo, voilà. Vraiment les images du quotidien, celles qui nous entourent et celles qu'on décide de regarder. Dans ces petits sondages, hein, revient souvent au niveau du genre cinématographique le film d'action, le film d'horreur, les jeux vidéo, les mangas, les réseaux sociaux, hein, la télé-réalité, tout ça, ouais. Alors, du coup, je vais vous montrer quelques images sur lesquelles on travaille. Ah non, je ne suis pas du tout dans le bon truc, excusez-moi. Alors, bon, je commence facile, hein. L'idée, donc, je vais aller rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et puis moi j'aimerais bien vous entendre, puisque c'est, enfin, ensuite, entendre la vox de l'égalité, puis vous entendre rentrer en échange. Donc, je vous disais, ce qui nous intéresse, c'est qu'un enfant, un collégien, un lycéen, il puisse s'interroger vraiment sur les images du quotidien, qu'il puisse s'interroger sur des rôles, alors cet exemple, les rôles parentaux, qui puissent déplacer
hein, comme tu disais Noémie, hein, et finalement comme on l'a vu dans les catalogues de jouets, se déplacer le curseur des stéréotypes dans le temps et l'espace. Publicité des années 50 sont très parlantes. Il y a des choses encore qui... Vous voyez, la fête des mères, la fête des mères dans les années 60-70, on va retrouver tous les électroménagers. Je vous invite à ce qu'on regarde ensemble, chacun de notre côté. Au moment de la fête des mères, on peut retrouver encore beaucoup ce type d'incitation aux achats, aux cadeaux d'électroménagers. Alors, images du quotidien, les jeux vidéo. Alors là, je parle sous le contrôle de Fanny. Sur une image comme ça, par exemple, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps non plus pour rentrer dans tous les types d'images, mais on peut utiliser par exemple l'inversion. On fait une inversion de héros, d'héroïnes. Alors on retrouve forcément on retrouverait un héros en porte-jartel, un peu quand même, avec voilà. L'inversion, ça marche très très bien. Ça peut paraître facile comme ça, mais ça marche bien. Ça marche bien. Alors les super-héros, évidemment, surtout qu'il y en a beaucoup de films en ce moment, notamment de personnages féminins, de super-héroïnes. C'est intéressant de voir justement comment c'est mis en scène, comment justement les choses peuvent bouger un tout petit peu. On a Captain Marvel là qui est sorti par exemple. On est Wonder Woman l'année dernière. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de super-héroïnes d'un coup. Là où il y en avait très très peu, mais interroger les élèves justement sur qu'est-ce que ça représente, comme déséquilibre aussi dans les modèles de personnages et modèles d'identification. Alors, image du quotidien, une communication qui date de décembre 2018, non, 2017, excusez-moi, parce que je crois que cette année, ils ont un peu bougé. Donc, images auxquelles on peut être confronté sur tout ce qui est, évidemment, orientation, mixité des métiers. On voit bien comment chacun a sa boîte, avec les couleurs, mais chacun a sa boîte, et que les femmes, évidemment, on est dans le santé sociale et paramédicale. Donc, voilà. On a de la chance que le fond ne soit pas rose. Comment ? On a de la chance que le fond ne soit pas rose. Oui, je crois que... Oui. Ils ont fait des efforts quand même. Ouais. Mais en fait, il y a des... Pourtant, ils essayent, et notamment, j'ai travaillé avec l'ONICEP sur des chartes. Comment on fait une communication égalitaire ? C'est pas simple en même temps. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que des fois, on veut faire bien, et puis en fait, on se plante complètement, on crée de nouveaux stéréotypes, voilà. Mais effectivement, on n'a pas le rose et le bleu quand même, mais pas loin quand même. Alors des images du quotidien, peut-être que vous la connaissez, c'est une image de picto de toilette tout à fait banale, parce que justement, c'est s'interroger sur la banalité des images, mais quel message, quel ordre établi finalement légitimé par ces images, toutes ces images très banales en apparence. Donc le picto des toilettes à l'aéroport d'Orly, il y a très peu de temps, bon, sans commentaire entre nous, mais c'est vrai que là encore, c'est bien qui doit faire quoi. Alors, c'est des petits exemples pour vous montrer justement l'étendue, on pourrait en mettre bien d'autres, l'étendue des images du quotidien et ces images banales. Alors pourquoi l'éducation à l'image, elle est pertinente dans l'éducation à l'égalité, c'est qu'elle permet, effectivement, et tu commençais à le dire, elle permet de ne pas être frontale.
Parler d'une image, parler d'un personnage, c'est pas en premier lieu parler de soi. Parce que c'est vachement dur, ça peut être très violent. Hein, c'est ce que tu disais aussi, Noémie. C'est pas simple. Déjà pour nous, adultes, c'est pas simple. Pour les élèves, encore moins, et ça permet de ne pas stigmatiser, justement. Moi, je voyais des classes où les garçons pouvaient se sentir stigmatisés si on y va bille en tête comme ça, les filles victimisées, et du coup, des tensions. Et donc, on se plante complètement, finalement, sur l'objectif, hein, qui est d'ouvrir le champ des possibles, qui est... Alors, du coup, ne pas être frontal, parler d'un personnage, effectivement, c'est parler d'un autre, c'est déjà mettre une distance. C'est passé par la fabrique de l'image aussi, hein, et interroger, finalement, sa propre réception de l'image. Alors, ça, je ne suis pas passée dessus, le sport, hein, grand, vaste domaine de l'image. Voilà, bon, là on passe par la publicité. La fabrique de l'image, là je vous montre une image d'un clip qui est assez connu sur la retouche d'image, mais en fait on peut travailler assez facilement. La retouche d'image, c'est quand même effectivement la fabrication des normes de corps. Du coup, partir de la fabrique de l'image, ça peut vraiment permettre d'aborder toute image et tout stéréotype. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, l'éducation à l'image va vraiment irriguer l'éducation à l'égalité. Quand on travaille sur comment on transforme un corps, quelles sont exactement les normes auxquelles s'appliquent les retoucheurs et les retoucheuses, hein, quel type de personnage on retrouve de manière récurrente dans la publicité, la taille, la couleur, hein, ce modèle d'une grande femme mince, blonde, blanche, etc., qu'on va retrouver malgré tout partout. C'est justement en creux s'interroger sur la diversité, sur où est-ce qu'on se retrouve sur les modèles d'identification et sur ce que ça produit comme violence, sur l'estime de soi, etc. Alors ça peut permettre aussi de travailler l'intersectionnalité. Là on voit qu'on est à la fois dans des publicités, alors le blanc c'est la pureté, c'est une publicité Nivea qui est en ce moment même au Moyen-Orient. On voit bien, hein, quels sont les codes et quelles sont les normes. Oui, ça... Et du coup, ça permet aussi de faire des analogies entre racisme et sexisme qui sont effectivement très opérants. Ou recivilisez-vous, on est quand même là dans l'image très très complexe et à la fois qui sortent, voilà, auxquelles ils sont confrontés. Alors, quand je disais sensibiliser, alors pourquoi l'éducation à l'image c'est pertinent, ok, et puis en plus on est au rendez-vous de l'image. Alors pourquoi ça aide aussi, ça nous aide nous en tant qu'éducateurs, c'est que c'est complexe l'éducation à l'égalité, parce que justement ça fait jouer un certain nombre, ça fait jouer un travail qu'on a à faire sur soi et qui n'est pas simple en fait. Nous on travaille avec des adultes, des enseignants, je vous disais, hein, depuis 2011, et moi je commence toujours par un panorama problématique. Qu'est-ce qui vous pose problème quand vous parlez d'égalité ? Parce que souvent, beaucoup de gens viennent dans ces formations parce qu'ils ne se lancent pas encore.
Et qu'est-ce qui peut être problématique? Certains essayent et en fait se retrouvent souvent bloqués. Alors, du coup, la première difficulté, c'est soi-même, c'est travailler ses propres stéréotypes, c'est son histoire, c'est son éducation, c'est ses pratiques professionnelles, pas très simples, hein. La stigmatisation des garçons, c'est assez... Et la victimisation des filles au sein d'une classe, ça peut être très compliqué, dans les freins, hein, qui sont énoncés par les enseignants. Le manque de mixité. Alors là, justement, je me disais, est-ce que... je ne vois pas tout à fait toute la salle. Souvent, mais je vois pas mal d'hommes quand même. T'en parlais tout à l'heure. C'est extrêmement important et souvent dans les formations et même, je dirais moi, du côté associatif, hein, on a très très peu d'intervenants hommes sur les questions d'égalité. Alors, sur la question de l'égalité également, ce qui ressort souvent, c'est la difficulté dans l'argumentaire. C'est la peur de se sentir rapidement bloqué par justement des phrases « ça a toujours été comme ça », et donc un travail nécessaire pour finalement vraiment travailler un argumentaire efficace qui déjoue finalement des choses qui sont très très ancrées. Et ce qui ressort aussi beaucoup, c'est l'impression de ne pas être soutenu par les collègues ou par sa hiérarchie. Et d'être vraiment un peu, d'être vraiment le ou la militante de service, la personne vraiment ressource sur ces questions, mais finalement le désert autour, alors que ça fait partie du job, les questions d'égalité filles-garçons. Je pense à l'école, mais je pense à l'éducation populaire, c'est la base, c'est dans le socle. Sauf que ça reste encore finalement, ça repose sur quelques personnes, certes militantes, averties, qui viennent du coup aux formations, qui se forment, qui se sensibilisent, et finalement qui a du mal à toucher le reste de la communauté éducative. Alors du côté de l'image, ce qui ressort comme frein, c'est souvent une auto-limitation, c'est-à-dire je ne connais pas bien les pratiques, moi je ne regarde pas un certain nombre d'images, je ne m'y connais pas, je suis larguée sur les derniers, je regarde l'heure, n'hésite pas. Oui, il faudrait pas tarder. En fait, une perte de légitimité en tant que sachant, finalement. On ne connaît pas les dernières séries, on n'utilise pas les réseaux sociaux. Comment on parlait finalement avec les élèves, puisqu'on ne les connaît pas? Alors, moi j'ai quelques réponses là-dessus, mais c'est vrai que sur la question, souvent les adultes ils sont un peu dépassés, hein, mais c'est pas le problème finalement. On peut faire un pas de côté, et c'est ce qu'il faut faire pour moi. Faire un pas de côté, c'est se dire on n'a pas besoin de connaître la dernière nouveauté pour parler d'images, pour parler de ces images. C'est sûr qu'on perd un tout petit peu le poste de sachant, mais on le garde sur la lecture de l'image, sur l'analyse de l'image. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de connaître les dernières nouveautés, les derniers youtubeurs, etc., pour travailler sur les mécanismes et les enjeux de l'image. Alors il y a un autre souci que c'est la disqualification des images. Alors disqualification, je dirais, des images regardées. Alors je reviens sur la télé-réalité.
Bon, là, je vous ai mis une image super soft. Hein. Je ne vous ai pas mis les anges ou les princes de l'amour. J'ai mis juste Koh-Lanta. Pourquoi ? Parce que la télé-réalité, c'est un bon support, en fait. À la fois pour travailler la fabrique de l'image, parce que ça s'appelle quand même télé-réalité, et puis c'est assez simple de voir vraiment comment c'est fabriqué, et c'est bien de leur poser la question. On est souvent surpris par la réception, hein, qui est beaucoup plus critique, mais qui a besoin quand même d'être renforcée sur comment on fabrique une télé-réalité. Combien il y a de caméras sur un tournage de télé-réalité ? Est-ce que c'est des castings ? Est-ce que les gens sont payés ? Est-ce qu'ils ont un contrat de travail ? Voilà, ce genre de choses qui, du coup, déstabilisent un tout petit peu, je dirais, cette image un peu hybride. Et alors, pour travailler sur la question des stéréotypes, on est bien dedans, même si ça peut paraître très caricatural, c'est bien de le reprendre, parce qu'on a tout ce qui est de l'ordre du corps, évidemment, et on a tout ce qui est aussi de l'ordre de la relation entre hommes et femmes dans la télé-réalité, qui influence beaucoup aussi les codes amoureux, il faut dire ce qui est. Et ce qui est intéressant dans la télé-réalité, c'est que ça reprend aussi les codes du porno. Alors c'est une image évidemment qu'on passe pas, hein, le porno, mais vous imaginez bien, déjà genre image, ça a posé problème parce qu'il y avait genre à un moment pour l'éducation nationale, mais non, bien sûr, sauf qu'il y a des questions en fait qui se posent. Quand on parle des images familières, moi j'ai régulièrement des élèves qui disent on voit des trucs bizarres quand même sur entendre pornographie. Ou en petits groupes, des filles demandaient est-ce que c'est ça la sexualité ? Parce qu'ils vont voir. Puis on aurait été voir si on avait eu YouPorn aussi. Donc voilà, donc ça reprend des codes de la sexualité sur le corps, mais aussi sur les manières de filmer, etc., etc., dans les cadrages. Bon. Donc ne pas échapper à ces images aussi lancer des discussions et pouvoir, sans montrer d'images pornographiques, pouvoir en parler. Puisqu'on sait qu'elle peut être la place dans la construction de l'imaginaire sexuel et que les images, alors je ne sais plus les dernières statistiques, peut-être que vous savez, mais effectivement, moi j'étais restée sur des statistiques que 40% des enfants de 8 à 11 ans avaient déjà vu des images pornographiques sur l'écran à partir d'Internet. Donc pas d'images fixes, hein, des images animées. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails. L'exemplarité, moi je dirais, dans un premier temps, on revient à la question du travail sur soi. L'exemplarité, on est... bon, je vous la passe, vous la connaissez sûrement, hein, cette communication de l'Éducation nationale, certes qui date de 2011, mais les institutions ont besoin de travailler sur leurs propres stéréotypes. Donc là, on voit bien comment Laura et Julien sont des profs différents. Hein, on ne va pas leur demander les mêmes choses, etc. On se dit comment l'Éducation nationale a pu laisser passer ça. C'est pas tellement étonnant. Hein. À l'époque, j'espère qu'aujourd'hui, c'est... Mais finalement, c'est travailler soi-même, savoir comment on s'adresse. T'en parlais à une classe, à un groupe, pour les animateurs, animatrices, comment on range aussi l'espace, la question de l'espace public, la cour de récréation, comme vous savez, hein, est très marquante dans la construction et dans la place que les enfants prennent dans l'espace public. Donc l'exemplarité, vraiment, moi je vous dis ça aussi parce que là, comme je vous disais, là je trouve ça assez mixte comme public, mais c'est rare en fait. C'est très rare. Dans les formations, moi, avec les enseignants, les enseignantes,
souvent avec qui je travaille. Donc, et même nous, comme je vous disais, association, il faut qu'on trouve des intervenants, des hommes intervenants. C'est extrêmement, extrêmement important. Sans enfermer les gens, hein, c'est un peu ce que tu disais, hein, on ne va pas s'excuser d'être des femmes pour parler d'égalité, c'est pas le problème, c'est juste qu'il y a un moment où on peut entendre autre chose. Travailler sur les masculinités, extrêmement important aussi. Donc travailler le genre, on pourrait dire, c'est travailler sur les masculinités, oui, sauf que c'est pas toujours le cas, encore. Hein. Et puis, accompagner vraiment les enfants et les jeunes face aux images, et toutes les images, sans disqualifier leur pratique. Toutes sont utiles pour déconstruire les stéréotypes. Éduquer à la distinction intime-public, ça c'est un grand sujet. Le rapport aux réseaux sociaux, alors avec, je ne m'étends pas là-dessus parce que c'est vrai que les rendez-vous de l'image l'année dernière l'avaient extrêmement bien parcouru cette question. Mais c'est vraiment très très important de travailler aussi à ce qu'il n'y ait pas de brouillage des messages de prévention. Quand on travaille sur la question du cybersexisme, qui n'est finalement qu'une manifestation de sexisme ordinaire dans un autre espace qui a des spécificités, évidemment. Hein. Quand on dit aux filles, surtout, vous ne mettez pas d'image aux filles. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'encadrants pédagogiques spécifiquement dire ne mettez pas d'image de vous. Et surtout, n'envoyez aucune image un peu qui sortirait de la décence, finalement. Après, tu vas le regretter. C'est redire aux filles, ne porte pas de mini-jupe, tu vas te faire emmerder. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, quand on est CPE. Moi, il n'y a pas un établissement où je vais où il n'y a pas ce type de problème. Où il n'y a pas des filles, parce que c'est essentiellement des filles qui doivent quitter en plus, hein, souvent c'est la double peine, qui doivent quitter l'établissement parce que une photo d'elles tourne, etc. Donc voilà, faire bien attention, avoir les idées bien claires de comment on parle des choses et est-ce qu'on ne reproduit pas des stéréotypes. Et puis valoriser, je m'arrête là presque, valoriser les productions d'images en responsabilisant évidemment. Aujourd'hui, quand je suis partie d'un film des années 70 où avoir une caméra, la vidéo, je ne l'ai pas dit, mais la vidéo c'était les premières vidéos. Carole Roussopoulos, qui est vraiment une pionnière du cinéma féministe, elle a acheté la première, la deuxième après Godard, caméra vidéo. Donc c'était s'emparer d'un moyen extraordinaire justement de réappropriation de son image, un outil formidable qu'on a tous un peu dans les mains aujourd'hui et que justement enfants, jeunes ont aujourd'hui, ils sont producteurs d'images et justement ils peuvent produire des images émancipatrices. Donc valoriser les productions et puis aller vers des images qui sont, je dirais, où les personnages sont plus diversifiés, forcément. Hein. Alors là, je ne vous ai pas forcément montré l'image de série, parce que je trouve que les séries, elles permettent, elles permettent vraiment d'avoir accès à d'autres types de personnages avec des développements psychologiques beaucoup plus fournis. Voilà, vraiment, allez-y. Et puis un enseignant de langue, il peut travailler à partir d'une série américaine. Voilà, là je vous ai montré La Casa de Papel, c'est pas forcément la série la plus féministe, loin s'en faut, mais il y a des choses qui apparaissent et on peut justement travailler avec eux là-dessus. Et puis, alors là, je vous montre juste un travail très intéressant de Daniel Pérez
qui permet justement de travailler à la fois sur l'autoportrait, le selfie, et d'interroger justement sur comment on se prend, comment on joue avec son image. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, et c'est juste ma dernière phrase, il n'y a pas de recette clé en main pour ce croisement, hein, éducation à l'image, éducation à l'égalité. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut faire feu de tout bois. Prenez les images qui vous intéressent, prenez les images qui vous interrogent, prenez les images sur le chemin des enfants. Refaites, voilà, vraiment être vraiment à l'affût, faire un pas de côté, en tant que sachant, oui, vous ne saurez pas tout sur la dernière application, c'est pas grave, mais parlez-en, accompagnez-les et parlez-en, ouvrez des espaces de parole sur toutes les images. Voilà, je m'arrête là, hein, parce que... Oui, merci Laetitia. Merci à vous. Merci beaucoup.